Merci beaucoup. Alors j'aimerais beaucoup d'abord remercier Béline et Ségolène de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'être dans ma ville natale. Ça fait maintenant 16 ans que je vis au Québec, même si j'y ai fait aussi une partie de mes études, mais j'ai aussi été formée ici en France, à Nanterre. Et donc c'est un plaisir pour moi à la fois de représenter mon université et de Montréal et d'être parmi vous. Alors, juste pour préciser, pour une meilleure compréhension de ce que je vais dire, je me sens un peu transfuge parce que je suis ethnologue et non pas archéologue. Et donc, ma participation va aussi parler de la perspective de ma discipline. Mais je suis également donc présidente d'un comité d'éthique et pour expliquer, dans chaque université au Canada, il y a des comités d'éthique. À l'Université de Montréal, il va bientôt y en avoir 5. C'est en fait divisé selon les spécialités. Donc il y a des regroupements, donc il y en a un qui est pour les sciences sociales, dont je suis présidente. Et nous devons suivre une politique générale, la politique éthique de la recherche, qui est déterminée par le groupe interagence fédéral qui se trouve à Ottawa et dont j'ai été membre aussi pendant 1 an. C'est un énoncé, ça s'appelle l'énoncé politique des 3 conseils, et c'est un énoncé qui est en perpétuelle évolution, puisqu'on peut toujours y faire, s'il y a quelque chose qui nous dérange ou autre, on peut écrire au panel interagence en éthique de la recherche et discuter de ce qu'ils font. Et ce panel est uniquement constitué de professeurs et également de quelques représentants du public. Et on est obligé de suivre, mais il faut dire quand même que cet énoncé politique des 3 conseils n'a pas force de loi, c'est un guide. Et il est évidemment sujet à interprétation et il n'y a pas véritablement de sanction juridique qui est appliquée si on décide de déroger ou en tout cas d'avoir une interprétation un peu limite. Donc tout ça pour mieux expliquer dans quel contexte on travaille. Donc il faut savoir qu'en Amérique du Nord, depuis le début des années 2000, il y a 2 sortes de recherches qui sont pas mal en vogue dans les sciences sociales, qui sont les recherches-actions et les recherches collaboratives, qui étaient auparavant l'apanage de disciplines qui comportent des volets cliniques ou des volets d'intervention. Et ce qui est remarquable, c'est que ce type de recherche s'est étendu à des disciplines qui non seulement n'ont pas vocation à conseiller et à mettre en place des interventions, mais qui également n'énoncent pas de recommandations. Et c'est le cas d'ailleurs de l'ethnologie, ma discipline, qui a tendance à beaucoup se méfier des approches normatives et qui peut même aller jusqu'à les considérer comme inadéquates, voire carrément contraires à son projet intellectuel. Comment, en effet, on peut vouloir effectuer une recherche qui, comme on va le voir, a pour but d'orienter et d'influencer des comportements, alors que l'ethnologie, au départ, a pour objet d'étudier ces comportements et de les analyser, mais certainement pas de les changer. Alors, une des explications majeures de cet engouement pour ce type de recherche, dans des disciplines comme ça qui pouvaient les voir comme inappropriées, tient beaucoup au fait qu'elles sont perçues comme la panacée en matière d'éthique vis-à-vis des populations locales et, en ce qui me concerne, puisque je travaille avec des Amérindiens, vis-à-vis des populations autochtones. Elles sont même souvent présentées comme moralement les plus estimables quand les populations en question sont en situation de marginalisation, voire d'exclusion, de par leurs origines, leur accès à l'éducation, à un système de santé de qualité, etc. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vues comme un moyen de donner une voix à des populations qui d'habitude n'en ont pas, et même de favoriser leur empowerment. J'aime pas vraiment les traductions en français de ce terme anglais, mais en tout cas de leur permettre de participer pleinement donc, à l'amélioration de leur destinée. Alors on peut se dire au départ, est-ce qu'on peut être contre la vertu ? Puisque améliorer le sort des populations, ou beaucoup plus modestement, en tout cas, améliorer au moins leur niveau de savoir, est-ce que ce n'est pas quelque chose auquel on devrait tous aspirer ? Donc la question se pose, est-ce que ces recherches sont plus éthiques que les autres ? Et pour y répondre, je vais commencer par définir quand même un peu plus précisément ce que sont ces recherches, en examinant notamment leur pertinence ou non-pertinence méthodologique, notamment pour des disciplines non normatives comme l'ethnologie.
Et ensuite, je donnerai quelques exemples de mon expérience d'ethnologue en milieu amérindien au Québec, en expliquant d'une part en quoi les exigences éthiques canadiennes ont été une source de questionnement pour moi, et de l'autre, quelles sont les remarques de mes informateurs par rapport aux recherches en général, et pas seulement les miennes. Donc en fait, ce que je vais essayer de montrer, c'est que ces modèles de recherche, tout comme les obligations éthiques que je suis tenue de respecter, m'ont en tout cas amené à changer ma façon d'envisager mon métier, probablement aussi d'autres sciences sociales, et peuvent aussi en modifier la pratique. Il faut d'ailleurs savoir que dans l'énoncé politique des 3 conseils, il y a un chapitre entier, le chapitre 9, qui est consacré aux populations autochtones. Alors, qu'est-ce que sont les recherches-actions et les recherches collaboratives ? Donc les recherches-actions, je vais d'abord commencer par ça, même si je n'ai pas du tout la prétention de vouloir tout définir, il y a une littérature énorme sur ce type de recherche, et je vais plutôt donner des définitions opératoires. Donc les recherches-actions, suivant un certain nombre de définitions, sont des recherches dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réalité. Donc, en général, il y a un double objectif, transformer la réalité d'une part, et évidemment produire des connaissances concernant ces transformations. C'est-à-dire que le processus de la recherche, son expérimentation et ses résultats, tout ça fait entièrement partie de la recherche. On va également publier sur l'ensemble du processus. Alors, concrètement, ce sont des recherches qui visent une participation des acteurs sociaux dans le processus de la recherche, depuis la construction du sujet, ce n'est pas toujours facile, jusqu'à la production des connaissances. Et ici, en fait, le chercheur n'est pas un expert face à ses participants, il participe à leur projet. Donc, ça change la perspective, et il n'est donc pas le seul à formuler des hypothèses. En fait, il fait même partie du phénomène qu'il étudie et qu'il va participer à transformer. Alors, dans ce type de recherche, on peut bien s'imaginer, et pas mal de chercheurs l'ont souligné, les conflits sont en général inévitables et ça va donc obliger le chercheur à gérer ces conflits, à négocier et à devoir faire preuve, enfin en tout cas même qu'il recommande, notamment René Barbier, il faut faire preuve d'empathie, d'écoute sensible, etc., qui ne sont pas forcément quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans nos formations disciplinaires et qui vont donc dépendre aussi en grande partie de nos personnalités. Une recherche collaborative, quant à elle, c'est plutôt une démarche d'investigation scientifique dite multifinalisée, qui, en général, ça va impliquer une coopération avec des personnes qui œuvrent dans le domaine soit de la recherche, soit de l'intervention. Donc, en général, les autres acteurs de la recherche sont des praticiens, des intervenants, qui ne sont pas forcément des professionnels, mais dont on va chercher à comprendre des expériences et des pratiques dans le but d'accroître soit l'efficacité de ces pratiques, soit une meilleure compréhension de ce qu'ils font pour la recherche. L'idée, en fait, c'est de réduire l'asymétrie des rapports entre les chercheurs et les praticiens en plaçant tout le monde au même niveau. Donc, bon, il y a de nombreux points communs entre ces deux types de recherche. Un des premiers, c'est de vouloir faire profiter de la recherche, de profiter de la recherche pour former aussi des acteurs qui ne sont pas chercheurs, en enrichissant le champ de leurs compétences. Moi, ça fait partie des choses que je suis, même quand je ne fais pas de recherche collaborative, on me le demande. Les Amérindiens avec lesquels tu travailles, tu dois les former à mieux comprendre au moins la recherche, si ce n'est à savoir faire, par exemple, des entretiens. Et l'idée, c'est de viser à ce que les chercheurs et les acteurs co-construisent les savoirs. Alors, la co-construction des savoirs, c'est aussi un grand mot qu'on va aussi placer pour se justifier dans les publications, mais qui, dans les faits, en gros, c'est quand même le chercheur qui a assez souvent le dernier mot. Mais bon, ce n'est pas toujours facile de distinguer les deux recherches, mais on va retenir d'une part que la recherche-action, ça va consister en une stratégie de changement planifiée, tandis que la recherche collaborative, ça va plutôt renvoyer à une démarche d'exploration d'un objet. Et dans une recherche-action, en fait, le chercheur ne reconnaît pas forcément que les acteurs avec lesquels il travaille sont compétents, mais il doit les former, tandis que dans une recherche collaborative, le chercheur reconnaît la compétence de ses participants. Alors après ça, qu'est-ce qu'on met sous le mot compétence ? C'est aussi sujet à vaste discussion.
Alors, les règles éthiques que moi je dois suivre et que tous les professeurs canadiens doivent suivre, et en principe tous les chercheurs qui ne sont pas canadiens mais qui viennent au Canada pour faire des recherches doivent suivre aussi. Donc sachez-le, si vous faites des recherches au Canada, vous êtes obligés de suivre nos règles. Quand je suis devenue professeure à l'Université de Montréal en 2002, j'étais formée à la fois en France et au Québec. J'avais baigné pendant ma spécialisation en études amérindianistes au Québec dans un certain nombre de débats dont j'avais fini par intégrer l'existence. Par exemple, la première chose, c'est je suis de façon évidente une chercheure européenne non autochtone et je ne pouvais absolument pas adopter une position neutre. J'étais de toute façon invitée à m'impliquer et donc à m'engager vis-à-vis des populations que j'étudiais. Quand je suis allée m'installer là-bas, évidemment, je n'avais plus le luxe de la distance, puisque j'étais venue m'installer dans le pays de mes informateurs et que j'allais partager la destinée politique, économique, sociale et autres du pays qui les avait colonisés. Et ils vous le rappellent souvent d'ailleurs. Et s'ajoutait à tout cela l'obligation de me conformer aux règles éthiques des conseils subventionnaires canadiens, parce qu'en fait, au Canada, c'est chaque chercheur qui demande des subventions à des conseils subventionnaires. On peut aussi faire des demandes en équipe. Alors, globalement, quelles sont ces règles ? Et vous avouerez que certaines me laissaient assez perplexe. Donc, ce sont en particulier les règles d'abord de ce qu'on appelle l'EPTC2, énoncé politique des 3 conseils. Ce qui se passait, c'est qu'à la fin des années 90, en Amérique du Nord, où il existait déjà des procédures éthiques, ces procédures éthiques auxquelles étaient soumises depuis très longtemps les sciences de la vie ont été étendues à tous les domaines universitaires. En fait, si votre recherche implique de près ou de loin des participants humains, vivants, au Canada ou ailleurs dans le monde, vous avez l'obligation de demander un certificat d'éthique à un comité d'éthique de la recherche de votre université. Et alors, évidemment, il y a des recherches qui sont considérées comme très à risque et d'autres beaucoup moins. Si vous faites, je ne sais pas, une recherche sur la fabrication des cartes postales, c'est considéré comme risque très minimal, et puis d'autres vont être beaucoup plus à risque. Théoriquement, donc, tout chercheur étranger qui vient faire des recherches au Canada a l'obligation de détenir un certificat d'éthique de son institution. En pratique, il n'y a pas de vérification et on va donc reposer uniquement sur la bonne foi du chercheur. En ont obligation non seulement les chercheurs et les professeurs qui sont rémunérés sous peine de se voir retirer leur subvention de recherche par l'organisme qui l'a attribué, mais aussi tous les étudiants dont les travaux seront publiés, ce qui inclut les mémoires et les thèses. Ce qu'un comité d'éthique veut savoir quand vous déposez votre projet, c'est que ce qu'on veut savoir, c'est si le chercheur prend en compte le fait que les participants vont donner un consentement libre et éclairé à leur participation. Il veut savoir aussi si la recherche peut leur nuire ou susciter chez eux des émotions et des tensions. Alors, les émotions, ce n'est pas forcément vu comme négatif, ça peut aussi être vu comme positif. Et elle veut surtout savoir si elle respectera leur dignité. Donc, moi, quand je dépose une demande de certificat d'éthique, je dois expliquer mon projet, mes questions de recherche, mes méthodes, dire aussi comment je conserverai mes données, et si je prévois de laisser la possibilité d'identifier mes participants dans les publications à venir, parce que mes participants, si je vais les identifier, ils doivent être au courant à l'avance. Je dois aussi expliquer les mesures d'atténuation que je prévois s'il y a des risques pour mes participants, et je dois fournir un formulaire de consentement écrit que je suis censé faire signer à mes participants après m'être assuré qu'ils en ont entièrement compris le contenu. Donc je dois aussi adapter le vocabulaire, ils n'ont pas forcément un niveau de littératie universitaire. Si le consentement écrit est considéré comme inapproprié, je peux tout à fait recueillir un consentement verbal que je devrais alors documenter. L'essentiel est que je respecte, qu'en tout cas, ils auront bien compris ce que je vais leur demander. Et je dois enfin prévoir une stratégie de suivi et de diffusion des résultats de ma recherche auprès des participants dans un langage accessible et vulgarisé. En gros, ce n'est pas je dépose mes articles que seuls, je l'espère, le plus de scientifiques possible vont lire, mais que mais en tout cas, je dois déposer des documents qui doivent être vulgarisés. Je ne peux en aucun cas les duper, c'est-à-dire leur mentir sciemment, sauf si le protocole de recherche démontre que c'est absolument essentiel. Et donc, en fait, ce dont je dois me souvenir, c'est que la relation de recherche crée des attentes
Ça n'est pas une relation d'amitié, même s'il peut y avoir des relations d'amitié avec mes participants. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse la part entre ce qui relève des confidences et des choses qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, un participant peut oublier qu'il est en train de parler à un chercheur. Et donc, c'est moi qui suis la seule responsable de la recherche. Et je dois donc penser que je travaille pour le bien public. Donc si je suis par exemple dans une relation d'amitié, c'est à moi de m'assurer qu'ils ont bien compris que les choses qu'ils me disent vont être utilisées. Donc évidemment, vous voyez là que c'est très difficile pour moi de savoir comment ma recherche va bien pouvoir d'abord engendrer des émotions chez mes informateurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais précisons que dans la recherche avec les Premières Nations, je dois aussi respecter le protocole de recherche des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui recommande que je suive un principe qui s'appelle le principe PCAP, propriété, contrôle, accès, possession. Et selon ce principe, les informations que je recueille sont la propriété collective du groupe dans lequel je travaille, qui est en droit d'exiger le contrôle de l'intégralité de ma recherche. Donc la Première Nation impliquée doit aussi pouvoir avoir accès en tout temps aux données qui la concernent et elle peut faire valoir qu'elle les possède pour en protéger la propriété, la gestion et la diffusion. Alors, vous comprendrez bien qu'en ethnologie, ce principe est à peu près impossible à respecter. Les entrevues que je fais avec les gens qui ont consenti à ma recherche ne sont pas de facto la propriété collective de leur communauté. Leur laisser le contrôle de ma recherche est absolument impossible. D'abord, c'est moi qui gère les fonds et c'est moi qui en suis responsable. Je dois rendre des comptes comme responsable, comme scientifique. Et il n'est pas question que je donne accès à toutes mes données à tout le monde parce que ce serait trahir la confiance de mes informateurs. Donc, j'ai en fait tout à fait le droit d'expliquer à mes informateurs que je ne respecterai pas ce principe. Et après ça, ils consentent à ce que je vienne ou à ce que je ne vienne pas. Mais en tout cas, tout doit être toujours transparent. Moi, je leur dis toujours, je vous préviens, je ne respecte pas le principe PCAP et jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à faire les recherches que je voulais faire. Donc, j'en arrive très brièvement à des recherches, actions et collaboratives dans mon domaine. Pour ma part, j'ai collaboré avec des criminologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs. Et j'ai travaillé sur, par exemple, la création d'une école primaire dans une communauté éloignée où il n'y avait aucune école. J'ai travaillé sur la violence conjugale et familiale. J'ai travaillé sur l'accès au programme de spiritualité autochtone en prison, sur l'impact du colonialisme bureaucratique dans les modes de gouvernance et aussi sur l'écriture de l'histoire d'une communauté, toujours en milieu amérindien. Et toutes mes autres recherches ont été des recherches fondamentales, où j'ai en fait déterminé moi-même le sujet. En fait, je ne crois pas que ces recherches aient été moins éthiques que les autres, parce que, en fait, dans un certain sens, oui, il y a des différences, mais dans d'autres pas. C'est-à-dire que les connaissances, de toute façon, sont produites de toute façon par les chercheurs, même si c'est avec les acteurs de terrain. Alors, l'idée, c'est de faire bénéficier, dans les recherches, actions et collaboratives, bénéficier la science de savoirs auxquels elle n'aurait peut-être pas accès autrement. Alors, c'est une approche qui est louable et intéressante, mais elle prête quand même le flanc à des critiques. C'est une recherche qui va nécessiter un engagement du chercheur, et on peut reprocher donc à ce chercheur de confondre science et activisme. Ce sont également des recherches qui préconisent une action directe. Dans la recherche que j'ai faite sur la création de l'école, ça a abouti à la création d'une école. Donc on peut dire que oui, on a rempli un rôle social, mais j'ai dépassé, disons, dans cette recherche, le projet simple de décrire le monde, puisque le projet a participé et rentré dans le sphère de l'action politique. Donc j'avance vite, ça passe vite le temps. Donc, en fait, on pourrait aussi objecter que les recherches actions et collaboratives permettent aux chercheurs, parfois font que le chercheur risque de servir d'instrument ou de caution scientifique pour faire valoir des intérêts et des intentions qui ne sont pas les siens. Mais je dirais que c'est aussi le cas en recherche fondamentale, c'est-à-dire que ce ne sera peut-être pas le chercheur lui-même qui sera instrumentalisé, quoique, mais aussi ses écrits qui peuvent être utilisés à des fins très différentes de ce pour quoi ils ont été élaborés. Et enfin, ces recherches peuvent remettre en question la validité des méthodologies qui sont souvent très éprouvées, donc, et même des postures épistémologiques. En quoi il n'y a pas forcément de différence, c'est que les règles éthiques que je dois suivre, de toute manière, même dans les recherches fondamentales, m'engagent déjà vis-à-vis de mes informateurs. Quand on me demande, dans mon formulaire de demande de certificat d'éthique, quelles sont mes stratégies de suivi ou de diffusion des résultats de mes recherches à mes participants, et qu'on m'oblige à
en fait, à susciter la participation de la communauté à mon projet, je suis déjà dans une forme d'engagement. Je ne suis pas donc moins impliquée en recherche fondamentale que je ne le suis dans une recherche où je fais partie autant des participants que des chercheurs. Alors, en conclusion, bon, j'ai surtout parlé du cadre de ma discipline, mais je voudrais rappeler que les règles éthiques s'appliquent au Canada à tous les chercheurs qui travaillent avec des participants humains de façon directe et indirecte. Par exemple, il y a des archéologues qui peuvent être obligés de demander des certificats éthiques s'ils, notamment, veulent étudier une collection qui est clairement reliée à une Première Nation. Comme m'a expliqué Christian, ce n'est pas toujours le cas, mais quand c'est clairement relié à une Première Nation, qui par exemple veut s'en servir pour faire des revendications territoriales auprès du gouvernement fédéral, eh bien le chercheur doit demander un certificat d'éthique et il doit négocier avec la Première Nation pour avoir accès à la collection. Bref, je voudrais terminer en disant que moi, en tout cas, ces règles éthiques, même si au départ j'étais très très perturbée par elles parce que j'avais l'impression qu'on m'obligeait à faire des choses que je ne voulais pas, je me suis rendu compte quand même qu'au fur et à mesure, qu'elles m'obligeaient à réfléchir à chaque démarche, à chaque aspect, à chaque étape de ma démarche scientifique, et qu'elles visent de toute manière non pas à vous diriger, mais à vous permettre de faire de la meilleure recherche. Et également, j'ai été frappée du fait que, et pour terminer là-dessus, que les recherches éthiques font toute partie du même domaine, auquel au départ je ne me sentais pas du tout proche, qui est le domaine de la bioéthique. Et au Canada, la bioéthique est considérée comme une discipline universitaire, qui est un terme qui n'est donc pas du tout réduit en Amérique du Nord aux sciences de la vie et de la santé. C'est une discipline qui est perpétuellement en évolution et qui s'intéresse en fait aux enjeux éthiques ayant un impact sur la société. Donc c'est beaucoup plus large que toutes les définitions que j'ai entendues hier. Donc en fait ça nous oblige à réfléchir à nos approches, à nos méthodes, que moi en tout cas je tenais pour acquises après mon doctorat. Et ça a fait aussi avancer ma discipline, et ça n'empêche pas quand même qu'il faille toujours prêter attention à ça et s'impliquer dans ces réflexions éthiques pour pouvoir être sûr que le projet intellectuel que l'on suit ne dépasse pas une frontière. Et moi, pour moi, la grande limite, c'est toujours la discussion entre la limite entre la science et le militantisme. Je vous remercie.